viennent du monde entier. Nous avons aussi le sport et l'actualité en direct. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir vous connecter au Wi-Fi gratuit. Très bon voyage, Monsieur Jones. Élu meilleur système de divertissement à bord. Voyagez avec Emirates. Voyagez mieux. juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na mbaa xam ngeen fu seen doom yi nekk. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La recrudescence des agressions préoccupe le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur soutient que l'immatriculation des motos Jakarta est un pas en avant pour faciliter l'arrestation des malfaiteurs. Vous entendrez Aly Ngouille Ndiaye dans ce journal. Halte à la désinformation, stop au déséquilibre dans la régulation. Les professionnels des médias affichent leurs inquiétudes. C'était ce matin lors de la célébration de la Journée mondiale de la presse. La hausse annoncée du prix du ciment mal accueillie à Diamniadio. Les populations trouvent incompréhensible cette mesure dans un pays où il existe 3 cimenteries. Et puis le Sénégal, fin prêt pour les championnats du monde de taekwondo. Le président de la fédération de la discipline affiche son optimisme avec un groupe de 6 combattants qui compte en son sein le numéro 1 mondial, Moustapha Kama. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Aly Ngouille Ndiaye se prononce sur la recrudescence des agressions. Le ministre de l'Intérieur annonce que le gouvernement a déjà pris des mesures en ce qui concerne l'immatriculation des motos Jakarta pour faciliter leur arrestation. Je vous propose de l'écouter. C'était ce matin lors de la célébration de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. Nous l'écoutons. Pour les agressions, effectivement, des mesures sont en train d'être prises. Vous le savez, il y a de cela quelques temps, le ministre des Infrastructures avait demandé que les Jakarta, surtout les deux roues, puissent faire l'objet d'immatriculation avant de circuler. Malheureusement, nous avons vu que toutes ces agressions qui ont eu lieu récemment sont le fait de ces Jakartaman, même si c'est généralement quand ils sont à deux. Mais les mesures ont commencé à être prises déjà d'ailleurs depuis quelques jours, mais nous allons renforcer ces mesures pour arrêter ce phénomène. La journée nationale des sapeurs-pompiers célébrée ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur qui a présidé la cérémonie annonce l'arrivée d'un important lot d'équipements pour les soldats du feu. Les festivités ont eu lieu à la caserne Malik Sy. Compte rendu signé à Mohamed Lamine Ndiaye et Diafaraba. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers veut impliquer les collectivités locales dans sa mission de protection civile. C'est pour une meilleure territorialisation des actions selon le patron des soldats du feu. Et dans le cadre de la décentralisation, il y a des compétences qui ont été transférées au maire. Et parmi ces compétences, le maire maintenant a la charge de la sécurité des zones de loisirs, c'est-à-dire des zones de baignade et de traversée par embarcation, la sécurité au niveau des marchés et dans ces édifices relevant de sa compétence. C'est valable aussi pour les autorisations de construire. Donc le maire a beaucoup de compétences et pour lesquelles il a besoin de l'appui de structures spécialisées, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. En ce qui concerne la dotation de matériel aux sapeurs-pompiers, le ministre de l'Intérieur annonce l'arrivée sous peu d'un important lot d'équipements. La République, comme vous avez pu le constater, a engagé d'importants moyens ces dernières années pour équiper les sapeurs-pompiers. Ce que vous avez vu aujourd'hui également en est une parfaite illustration. Mais au-delà de ça, il y a également un important lot de matériel qui n'est même pas encore arrivé à Dakar, mais qui est déjà passé en commande. Le général vient d'une mission où il a également eu à sélectionner du matériel qui sera peut-être d'ici la fin de l'année, tout au plus en début d'année prochaine à Dakar. Et également, il vient également d'une autre mission pour la formation des personnels des sapeurs, parce que nous voulons également, comme on l'a dit, que les sapeurs soient prêts dans les années à venir pour faire face aux nouveaux défis. Cette deuxième édition des Journées nationales des sapeurs-pompiers constitue un moment fort avec le rassemblement de la grande famille des sapeurs-pompiers actifs comme retraités qui ont pour devise « sauver ou périr ».
À Tambacounda, la journée nationale des sapeurs-pompiers a été également très bien célébrée avec une randonnée pédestre, un don de sang et des démonstrations de secours. Les temps forts dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. Les sapeurs-pompiers ont décalé plus de 380 fois durant le premier trimestre de l'année 2019 pour des interventions. La journée qui leur est dédiée a été une occasion pour tirer le bilan. Nous avons effectué 380 sorties et la plupart de ces sorties sont dominées par les accidents de la circulation, particulièrement liés aux motos Jakarta. Donc il y avait un don de sang puis récolté 100 poches de sang au profit de l'hôpital régional de Tambacounda, randonnée pédestre avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la population civile. Tambacounda, des avancées significatives ont été notées sur l'implantation des centres de secours. Maintenant à sa caserne, un centre de secours, vraiment à sa caserne. Donc, deuxièmement aussi, parce que le capitaine l'a dit tout à l'heure, même vraiment au plan des matériels, vous avez vu un peu la montée en puissance, vraiment avec de nouveaux engins qui ont été acquis pour ne rien vous cacher. Ce qui retarde un peu l'ouverture de la caserne de Kidira, c'est le bâtiment que la mairie doit mettre à la disposition des sapeurs-pompiers. Il y a que ça qui retarde. Des démonstrations ont été effectuées pour mieux sensibiliser les populations sur la prise en charge des accidents domestiques. Merci à vous, Moussa Omar Gueye. Autre aspect de l'actualité, les longues détentions préventives inquiètent l'Union des magistrats du Sénégal. Ses membres se sont réunis ce matin. C'était en présence des avocats de la société civile et tous les acteurs de la justice pour réfléchir sur la question. Souleymane Teliko, le président de l'UMS, que je vous propose d'écouter au micro d'Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Cette fois-ci, nous avons décidé de nous pencher sur une problématique très importante qui est la détention provisoire et les peines alternatives à l'incarcération. Nous avons décidé de choisir ce thème compte tenu de l'intérêt qu'il suscite auprès de l'opinion, mais compte tenu également de ses implications dans le fonctionnement de la justice et même dans la perception que l'opinion peut avoir du travail de la justice. Puisque à première vue, certains peuvent penser que s'il y a de longues détentions, c'est parce que les magistrats ne travaillent pas assez. Alors que nous savons qu'il n'en est rien. Mais avec ce genre de rencontre-là, nous avons la possibilité d'édifier tout le monde sur toutes les contraintes qui pèsent sur la justice et sur les magistrats et peut-être qui les empêchent également de venir à bout de ce problème de détention provisoire. Vous savez, les solutions dépendent des causes. C'est en faisant un bon diagnostic qu'on peut trouver les bonnes solutions. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'inviter à cette rencontre tous les acteurs qui sont concernés, à la fois les magistrats, les avocats, l'administration pénitentiaire et même la société civile, pour qu'ensemble nous puissions d'abord faire un diagnostic qui soit le plus exact et exhaustif possible, et ensuite pour formuler des propositions susceptibles de venir à bout de cette problématique. Il y a des solutions d'ordre logistique, il y a des solutions d'ordre textuel, il y a des solutions d'ordre pratique. C'est en discutant entre acteurs que nous pourrons trouver une palette de solutions qui, nous l'espérons, pourront permettre de venir à bout de cette problématique. En politique, la suppression du poste de Premier ministre pourrait avoir des conséquences négatives sur la gestion du pays. C'est du moins la conviction de Seydi Gassama. Pour le droit de l'homme, le chef de l'État devrait d'abord en parler avec l'opposition. Le secrétaire général d'Amnesty Sénégal, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Farani. Nous pensons que cette suppression aurait dû être précédée par des concertations. Des concertations au sein de la classe politique. Et la société civile peut même ne pas être associée, mais la classe politique devrait être associée. Parce que, évidemment, cette réforme touche l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que c'est une réforme qui n'impacte pas l'Assemblée nationale. Elle impacte l'Assemblée nationale et par conséquent, elle devrait pouvoir faire l'objet de concertations. En tout état de cause, si la réforme doit se traduire par des concentrations excessives de pouvoir à la présidence, cela peut produire l'effet contraire à celui qui est recherché. Toute concentration de pouvoir a toujours un effet pervers. Ne puisse pas retirer au ministère leur pouvoir de travailler sur des dossiers, de les instruire et parfois de prendre des décisions à des échelons qui ne demandent pas forcément que le président ou le ministre secrétaire général de la présidence de la République soit impliqué.
Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation, c'est le thème de la journée mondiale de la presse célébrée aujourd'hui. Des équilibres dans la régulation, droits du citoyen souvent bafoués, autant d'inquiétudes soulevées par les panélistes. C'était ce matin au CESTI, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Baye. Partage et diffusion de faux documents via les réseaux sociaux. En période électorale, beaucoup de citoyens tombent dans ce piège. La Journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion d'en parler amplement. Qu'est-ce qui se passe à travers WhatsApp? À travers WhatsApp, pour cet analphabète qui ne sait pas lire ou qui a la flemme de voir de longs textes, de voir de longues vidéos en français, les gens ont envahi ça à travers des vidéos et des longs vocaux en langue nationale. Nous l'avons vu lors de la proclamation des résultats, quand les gens ont voulu embrouiller les gens, quand certains en tout cas ont voulu embrouiller la grande masse, l'exemple le plus patent a été celui du département de Kanel, de la ville de Kanel ou du département. Un chiffre a été donné et les gens se demandaient comment Kanel pouvait avoir autant de monde. Sauf que, en donnant ce chiffre, les gens qui faisaient cette discussion sur la participation ou en tout cas le nombre de votants n'ont pas tenu compte de quel Kanel on parlait. On parlait de Kanel département, on parlait de Kanel ville, de quoi, ou de Kanel commune. Personne à un moment ne s'est posé la question. Faire la part des choses, une obligation pour les médias. Ces panélistes donnent des pistes de solutions. Il y a le citoyen qui est averti et qui sait faire la part des choses, qui sait reconnaître la vraie de la fausse information. Il y a aussi le citoyen qui est loin d'être averti, qui ne sait même pas peut-être que la fausse nouvelle, que les fausses informations existent et qui, quand ils les reçoivent, les diffusent, participent même à la viralité de ces informations. Il y a eu une loi qui a été votée récemment, une loi qui était censée réguler un peu les réseaux sociaux. Donc on n'a pas vu, en tout cas, la mise en œuvre ou l'action de cette loi durant cette campagne ou ces présidentielles. On a vu aussi, on a un organe de régulation qui est le CNRA, qui n'a pas pu aussi apparemment canaliser les partis politiques. La solution, c'est aussi mieux informer les populations, organiser des campagnes de sensibilisation. Maïmouna Ndiaye, les professionnels des médias appellent à une mobilisation pour l'application du Code de la presse au Sénégal. Ils se sont confiés dans ce sujet signé Habib Faye et Mardia. Le Code de la presse adopté à l'Assemblée nationale, son application tarde toujours. Le président Macky Sall incite le ministre de l'Information à accélérer le dossier pour la signature du décret. Une position saluée par les journalistes. L'accès au métier, c'est le nouveau code le règle. Si les décrets d'application sont signés, je crois que tout le monde, on pourra assainir la presse sans problème. Un très beau message et nous pensons que le temps est venu, ou le moment est venu d'en finir définitivement avec le code de la presse. Si on compare le Sénégal par rapport à d'autres pays africains, on peut dire qu'il y a eu quand même des avancées, mais il faut quand même reconnaître que la situation est un peu compliquée dans la mesure où on a un nouveau code de la presse qui a été adopté il y a à peu près 2 ans maintenant. On attend les décrets d'application. D'après ce qu'on sait, les choses avancent. Mais tant que ce nouveau code n'est pas appliqué, la façon de travailler des journalistes et des acteurs des médias de façon globale ne pourra pas s'améliorer. Le Sénégal, 49e du classement du Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Macky fustige, les acteurs l'informent. Monsieur le Président de la République ne connaît pas véritablement ce que c'est que la liberté de la presse, parce qu'il s'est basé à dire que... Suñu liggéey mu baax da ngeen koy wax aussi Bamba. Faut dire c'est bon, le Sénégal wax nga ko, on est maintenant à la 40 xawma ñaata place. Mais fii ñun on devait être parmi les premiers. Je vois même pas lu tax ñu nekk ay 45e. Yéen xam ngeen ndax fii am na liberté de la presse am déet, liberté d'opinion am déet. Les journalistes disent ce qu'ils veulent et puis ils n'ont jamais été poursuivis. Je crois que
Journalistes sans frontières qui a eu à faire ce classement est mieux outillé que le président de la République pour donner ce rang. On est 49e sur 180 pays, ce qui est un bon rang pour le Sénégal. Maintenant, s'il y a un bon encadrement, s'il y a une bonne sensibilisation, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs de la société civile, je veux dire les associations de presse, le patronat de presse, les acteurs de la société civile, les ONG, qui évoluent dans ce secteur-là, participent dans la démocratisation de l'accès à l'information, dans la diffusion de l'information, mais aussi lutter contre les fausses informations qui pourraient avoir des conséquences désastreuses quant à la pratique journalistique, mais aussi quant à l'accès à l'information de façon globale. Pour ces professionnels de l'information, le seul moyen d'accélérer la signature du décret est... La liberté de la presse, ce n'est pas dire ce que l'on veut. Je crois que dire ce que l'on veut est même une entrave à la liberté de la presse. La mobilisation peut amener les acteurs du secteur à avoir gain de cause. Mais s'ils croisent les bras en pensant que oui, le président de la République a exprimé la volonté de faire en sorte que le secteur soit assaini. Mais ce n'est pas le discours simplement, n'est-ce pas, que nous attendons de lui. Nous attendons en plus du discours vraiment qu'il fasse preuve vraiment de diligenter vraiment ces dossiers-là. Ce 3 mai est célébré dans le monde la liberté de la presse, occasion pour les journalistes du Sénégal de parler des médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation. Nous parlons de toute autre chose à présent avec les travailleurs du Crous de Bambey qui sont très en colère. Leurs conditions de travail ne sont pas les meilleures, disent-ils. Ils demandent une revalorisation de leurs conditions de vie dans ce temple du savoir. Babacar Diouf. Ils n'ont pas d'infrastructures dignes du nom, encore moins de matériel adéquat pour le travail. Mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Certes, beaucoup d'efforts ont été faits, mais aujourd'hui, l'université de Bambey, surtout le Crous de Bambey, a des difficultés, a des problèmes liés au manque de bureaux et d'équipements. Les camarades de Cheikh Oumy Diop demandent aussi la revalorisation de leur traitement dans l'exercice de leur mission. Liés au problème des subventions non payées, des ordres de mission non payés et surtout la situation des gens qui nous viennent du Crous de Thiès. Une situation à régulariser, une promotion interne de nos agents. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et des temporaires qui ont eu à faire 10 ans dans cette université sans être recrutés. Nous voudrons vraiment discuter avec les autorités pour que tous ces problèmes soient réglés. Est-ce que vous en êtes ouvert à l'autorité locale? Et bien sûr, nos portes ne seront jamais fermées, puisque nous sommes les STSU. Les STSU privilégient le dialogue et la concertation. En tout cas, nous tendons la main au directeur pour lui parler et pour lui faire part des problèmes. Les travailleurs du Crous de Bambey sont-ils les premiers à féliciter le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur? En tout cas, ils l'ont fait. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, hausse annoncée du prix du ciment à Diamniadio. La mesure est mal accueillie chez les populations qui rêvent d'un toit. Elles trouvent incompréhensible cette hausse dans un pays où il existe 3 cimenteries. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba-Samb ont fait un tour dans cette localité. Reportage. Avec la hausse annoncée des taxes sur le prix du ciment, cela va inéluctablement impacter sur le prix de la tonne et du sac. Une mauvaise nouvelle chez les populations de Diamniadio qui veulent construire et dont les moyens sont limités. Nous avons accueilli avec un cœur meurtri, vu la situation que, étant donné qu'il y a 3 usines de suicide au niveau du Sénégal qui fabriquent du ciment, ça ne pouvait pas être effectif, dans la mesure où pour la population, chaque parent a besoin, son rêve c'est de construire des bâtiments. S'il y a ce hausse, vraiment ça va diminuer l'espace de la population pour construire. C'est une mauvaise nouvelle d'acquérir cette situation. On ne peut pas concevoir aujourd'hui que le Sénégal, il y ait une augmentation des producteurs du ciment et que pas mal de leurs matières premières aujourd'hui, ils le tirent des ressources du Sénégal et qu'aujourd'hui qu'on puisse se permettre qu'ils augmentent le prix du ciment de manière unilatérale. Et donc ce n'est véritablement pas quelque chose que nous accueillons à bras ouverts. Nous réprimons véritablement avec la dernière de nos énergies cette hausse du ciment parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que le pays est en construction et qu'on ne pouvait pas se permettre aujourd'hui qu'il y ait cette hausse-là. Une hausse qui va également impacter sur le secteur de l'immobilier selon ces populations de Diamniadio.
Le climat va connaître un sacré coup et ça va se répercuter sur la population, ça va aussi se répercuter sur la location, sur les loyers, sur les familles qui n'arrivent pas à avoir une maison, à avoir où s'habiter. Normalement, il y aura des répercussions négatives pour la vie de la population. C'est vraiment honte et désolant. Visiblement affectés par cette hausse annoncée, ces habitants de Diamniadio invitent l'État à reconsidérer cette mesure. Justement, cette hausse annoncée des taxes sur le prix du ciment n'affecte en rien l'activité de production. C'est du moins l'avis du secrétaire général du syndicat des industries extractives du Sénégal, Mohamed Djandi, soutient que cette hausse va permettre au chef de l'État de réaliser son projet d'habitat social. Je vous propose de l'écouter. Nous pensons que c'est une bouffée d'oxygène parce qu'on a tellement décrié la souffrance des cimentiers depuis 2017. Depuis la mise en place de la taxe sur 3 000 francs la tonne, donc les cimentiers étouffés. Donc ces temps passés, on a fait un cri de cœur et nous pensons que le gouvernement l'a entendu. C'est le contraire qui allait affecter la production, parce que si on ne nous avait pas permis de rehausser le prix du ciment, qui aujourd'hui du reste est le plus bas en Afrique de l'Ouest. Nous attendons de voir qu'est-ce que le gouvernement compte faire comme hausse. Étant bien entendu que le président a annoncé bien avant la hausse, il a annoncé une autre taxe sur les ciments. Donc on est en train de crier sur une taxe de 3 000 francs. Il veut encore rehausser la taxe pour en faire un budget pour 10 000 logements sociaux dans son programme à venir. Donc nous attendons de voir ce que cela va donner. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale solidaire déterminé à accompagner les jeunes et les femmes, surtout en milieu rural, en compagnie de la coordinatrice du programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal. Elle a sensibilisé les acteurs. C'était lors d'un atelier qui s'est tenu ce matin. Zahra Yantiam, que je vous propose d'écouter au micro d'Armadouba. L'enquête préparatoire à la deuxième lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance sur l'inclusion financière menée en 2015 par la direction de la microfinance, en rapport avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a révélé un taux de bancarisation strict de 12,9%. Celle conduite par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a fixé ce taux de bancarisation strict en 2017 déjà à 19,6% de la population adulte. Ces statistiques font ressortir un taux d'exclusion financière touchant une proportion particulièrement élevée de femmes, de jeunes, de micro- et petites et moyennes entreprises. Nous attendons particulièrement de ce programme un renforcement opérationnel des capacités des SFD, un développement de produits et services financiers comme non financiers de microfinance islamique, en particulier pour les micros, les petites et moyennes entreprises, les jeunes, les femmes, surtout en milieu rural. À présent, cette cérémonie de lancement de latrines familiales et éducule public à Khondion, c'est une localité située dans la région de Fatick. L'assainissement rural reste une priorité absolue pour l'Office national de l'assainissement du Sénégal. D'après le directeur général de l'ONAS, bien d'autres localités vont bientôt en bénéficier. Lassana Ganissaro, que je vous propose d'écouter au micro de Chertidiane John. Ce projet, c'est 1000 latrines, financé par l'État du Sénégal et dans la région du Sine. Et nous avons procédé à la cérémonie de lancement ici à Khondion. Ce projet a une importance capitale pour nous, parce que sur une phase test, on est en train de faire quelque chose de très important. L'État du Sénégal a lancé beaucoup de projets de construction de latrines dans les zones rurales. Ces projets ont pour la plupart du temps échoué. Je dis bien dans le passé, ces projets ont tout le temps échoué. Parce que simplement, on demande aux populations des contributions. Des populations qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour le faire. Et des populations qui souvent traversent des difficultés. Mais le pire, c'est que ces projets qui ont piloté dans le passé ont poussé certaines filles à laisser tomber les études parce qu'il n'y avait pas de latrine dans les écoles. Nous avons une démarche complètement différente avec ce projet. Nous allons les donner gratuitement.
nous allons les donner gratuitement parce qu'on parle de santé publique, on parle d'équité territoriale. Des études ont montré que parce que vous demandez aux gens de payer, vous économisez $1, ces personnes vont payer $5 pour des problèmes de santé publique. C'est la même poche qui va payer, c'est l'État du Sénégal. C'est pour ça que dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de donner les toilettes gratuitement. C'est un lancement, simplement. Je pense que les travaux vont durer 4 mois et chaque toilette va coûter autour de 500 000 francs CFA. Et puis l'Église catholique se prononce sur le tollé provoqué par la décision de faire interdire le port du voile dans l'enceinte de ces établissements. Abbé Georges Guiran Diouf, le directeur de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar, précise qu'il s'agit d'organiser les comportements dans les écoles concernées. Il appelle à dépassionner le débat. Selon lui, des concertations sont en cours au sein de l'établissement Sainte-Jeanne d'Arc, à l'inspection d'académie au ministère de l'Éducation pour une solution qui préserve la stabilité sociale. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nos confrères de la RFM. Nous ne sommes pas dans le cadre religieux, mais nous sommes plutôt dans le cadre scolaire. Donc un cadre scolaire où une question est soulevée avec l'organisation d'un établissement qui veut organiser le comportement et le vécu des élèves à l'intérieur de cet établissement-là. C'est une question assez délicate, une question très sensible, et c'est pourquoi je souhaite que le débat soit dépassionné pour que nous puissions arriver à la meilleure solution pour tous. Le processus est en cours. L'école catholique est une école d'ouverture et de dialogue. Et donc nous travaillons sur la question avec les autorités compétentes pour apaiser le milieu scolaire, la hiérarchie qui encore une fois va nous aider à arriver à une situation d'ouverture qui nous permet de respecter la loi d'orientation de l'éducation. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'établissement, il y a certainement une concertation, comme au niveau de l'inspection et du ministère. Et nous devons éviter toute radicalisation qui ne nous aide pas à régler un problème et qui pourrait même être dangereux par rapport à la stabilité que nous avons et au dialogue interreligieux qui est loué partout dans le monde. Il n'y a pas de fermeture aujourd'hui. Donc il y a ouverture et il y a discussion, et je pense que personne ne doit se radicaliser d'un côté comme de l'autre. Et j'espère que nous arriverons à cette solution au plus vite pour que la paix que nous avons toujours connue continue encore. Et puis suite à la sortie de l'association des maîtres coraniques fustigeant la série Brigade des Mœurs, le producteur et réalisateur apporte ses précisions. Il s'appelle Ibou Gueye. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Habib Faye. On appelle des imams ou des oustas ou des gens qui travaillent dans les daras qui se sont sentis un peu offensés à la suite d'une séquence, un bout de séquence, je pense, qu'ils ont récupéré de notre deuxième épisode et qui parlait d'un supposé talibé trafiquant de chanvre indien, ce qui n'était pas le cas. Ils sont allés un peu vite en besogne, comme on dit, parce que c'était juste un cliffhanger, comme on dit, c'est-à-dire la fin d'un épisode, et on construit de sorte à avoir un suspense à la fin de l'épisode. Et après, lors de l'épisode 3, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas mort d'homme, et que ce qu'on voulait faire voir, c'était qu'en réalité, les talibés, c'est des personnes qui peuvent être exposées, étant jeunes et étant abordables, on peut très facilement les manipuler. Si Jamra ou une autre organisation a quelque chose à dire, je pense que la bonne démarche, c'est d'aller vers les producteurs, de discuter avec les producteurs pour qu'ensemble, qu'on trouve et qu'on se comprenne. La démarche, c'est ce que les religieux, à mon avis, ne comprennent pas toujours. Parce que pour soigner un mal, il faut le montrer. Ça choque des fois quand les gens voient, mais c'est important de dire au buñ buy metti faaw nga ne nit ñi buñ bi mooy metti. Et puis monologue d'un regard, c'est le titre de l'exposition de Oumou Touré, l'artiste franco-sénégalaise interroge le regard à travers l'identité, comme vous allez le voir dans cet élément signé Aïssatou Paye et Ababakar Kamara. Oumou Touré dessine son vécu.
Avec son regard, elle partage des émotions perceptibles, quelquefois même visibles. À travers cette exposition, elle nous instruit avec le regard. Un travail que j'ai fait autour de la vision, c'est pour moi voir, c'est la fonction de voir est une chose importante pour moi à développer et à construire. Je pense qu'au-delà de toutes les fonctions de l'homme avec un grand H, la façon de voir et de percevoir est l'une des choses les plus importantes. C'est ce qui permet une certaine différenciation et je pense que la richesse de chacun, au-delà de la façon d'être et de paraître, se trouve dans la façon de voir et de percevoir. Je bénéficie d'une double culture. Étant née en France, de parents sénégalais, j'ai toujours bénéficié de ce contraste culturel. Et je pense que ça se sent dans mes dessins, le côté un peu occidental, mais aussi très marqué par le côté africain. Cependant, une particularité est à noter. Elle arrive à utiliser des pigments très différents, c'est-à-dire le fusain, le crayon, le Posca, et tout ça dans une envie de restituer ce vécu dont j'ai parlé, c'est-à-dire elle, en tant que personne qui vit entre deux cultures, quels sont ses problèmes, ses angoisses, à quelle identité elle se réfère, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est sénégalaise. Il parraine l'exposition. Youssou N'Dour jette un regard d'artiste sur ce travail. Vision illuminante, vraiment. On voit que vraiment de loin, des fois, on peut avoir une perception des choses assez pointue. Bravo, moi je suis très impressionné par le travail que j'ai vu. Et comme je le dis, dans la diversité, c'est là où on voit où on peut aller, jusqu'où on peut aller. Votre vision, vue là où vous êtes né, en France, mais ancrée aussi dans votre tradition, dans les valeurs d'ici, vous avez une certaine vision qui nous intéresse énormément. Première exposition de Oumou Touré, un hommage à Serigne Cheikh Al Maktoum. Taekwondo, le Sénégal va présenter 6 athlètes au championnat du monde en Angleterre du 11 au 19 mai prochain. Le président de la fédération de la discipline optimiste avec la présence notamment de Moustapha Kama, actuel numéro 1 mondial en taekwondo. Balaye s'est confié dans ce sujet signé Cheikh Sadibou Diarra et Modou Diop. Une première pour un taekwondo sénégalais. Moustapha Kama est numéro 1 au classement mondial. La récompense d'une constance dans les performances. Et Moustapha Kama est très régulier dans les compétitions. Si on regarde, ce n'est pas seulement Agadir ou bien Belgique qu'il a engrangé des points, mais notamment l'Open de Grèce, il a gagné la médaille d'or, l'Open de Turquie, il a gagné la médaille d'or. Donc il y a pas mal de compétitions, il a remporté pas mal de points. Et aujourd'hui, il fait partie des numéros 1 mondial. Donc on est très content, mais le travail vient de commencer pour lui encore. Parce que le plus difficile, c'est de se maintenir au sommet. La première place mondiale arrive à un moment propice. À 2 semaines des championnats du monde à Manchester en Angleterre, elle va servir de boost au Lion. On a présenté 6 athlètes. La direction technique a fait son travail. Ils ont fait une sélection vraiment très difficile. Parce que si on regarde sur la sélection, c'est des athlètes très expérimentés qui ont fait des résultats au niveau africain, qui ont fait des résultats au niveau national, parce qu'on a mis un système de ranking national aussi. Il fallait gagner la Coupe de l'ambassadeur de Corée, le trophée des champions et pas mal de compétitions pour être vraiment dans les dispositions pour aller au championnat du monde. Donc, si on regarde chez les garçons, il y a Moustapha Kama qui est sur le ranking numéro 1 mondial et numéro 1 africain. Nous avons El Maktar Diao qui est numéro 20 mondial et à qui aussi on a amené en Allemagne pour faire des tests et qui a gagné pas mal de compétitions, raison pour laquelle il est descendu sur le ranking. Et il est médaille de bronze au dernier championnat du monde. Nous avons Aboukar Sadir Soumaré qui est champion d'Afrique en titre, qui a battu le champion olympique Cheikh Cissé Salah lors des championnats d'Afrique à Agadir et qui sera présent aussi pour la première fois dans le championnat du monde. Et chez les filles, nous avons 3 filles. Warhangom, Binte Djedjou qui a fait les 2 Jeux olympiades et médaille de bronze au championnat du monde. Et nous avons Neikombo Diop qui pour la première fois va participer à ces championnats du monde. La préparation, l'équipe nationale de taekwondo y est depuis des semaines. Au mondial, les Lions espèrent décrocher des médailles pour plus de rayonnement du taekwondo sénégalais.
Merci à vous, cher Sadi Boudiara. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.